5 points importants quand on fait une transaction en Israël. Le premier point qui est savoir que les fonds sont en Israël ou en route en Israël. Parce qu'on ne va pas commencer à chercher un bien à acheter si on n'est pas sûr que les fonds vont pouvoir arriver en Israël, que ce soit un compte perso ou un compte séquestre. Le deuxième point, c'est le budget. En règle générale, les clients ils viennent me voir et disent « Nous, on aime Tel Aviv, sans de Tel Aviv, on veut être à 5 minutes de la plage, mais ils n'ont pas le budget. » Il faut absolument savoir quel est le budget du client, à déduire tous les frais annexes et à ce moment-là, on peut commencer à chercher le bien quand on a le montant exact de la transaction immobilière à mettre en place. Le troisième point est s'entourer de professionnels. Les professionnels, c'est des gens qui vont nous aider à mettre cette opération en place dans les meilleures conditions. Que ce soit un agent immobilier, un courtier en crédit, un banquier, un avocat, un expert qui va venir expertiser le bien ou faire les vérifications de construction dans l'appartement. Tout ça va nous assurer une acquisition saine et dans les meilleures conditions. Le quatrième point très important à savoir, c'est qu'en Israël, on a une autre mentalité, on a d'autres lois, pas comme en France. Par exemple, en France, il y a un notaire qui représente les deux côtés, qui est mandaté par l'État. En Israël, et c'est ce que j'explique à mes clients, c'est que chaque client ou acheteur-vendeur doit avoir son avocat qui va représenter ses intérêts personnels. Il n'y a pas de promesse de vente en Israël, il y a un contrat d'acquisition, il n'y a pas de délai et on doit mettre en place un échéancier, pas comme en France que le montant global de l'acquisition arrive sur un compte séquestre du notaire. Le cinquième point important, pour la procuration, ce que je recommande, que ce soit une vente ou une acquisition, pour que la démarche soit beaucoup plus simple pour toutes les parties, c'est avant qu'on monte dans l'avion, c'est donner un mandat à l'avocat pour signer le contrat de vente à la place de l'acheteur ou du vendeur, à moins que le client veuille revenir en Israël 2 semaines, 1 semaine après. Mais il faut laisser un délai à l'avocat de préparer le contrat et lui laisser une procuration qui signe le contrat à votre place. Ça simplifie beaucoup les choses. Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire une procuration en France. On peut faire une procuration en France, au consulat israélien, mais on a besoin de traduire un traducteur agréé, prendre un rendez-vous, ça complique les choses. Et il y a toujours la possibilité de laisser une procuration. En règle générale, c'est inclus dans les frais d'avocat. Laisser la procuration, c'est une démarche très simple et qui peut simplifier pour tout le monde l'opération. En France, il y a la possibilité, après une promesse de vente, d'annuler un contrat car il y a des clauses suspensives. En Israël, il n'y a pas cette possibilité de clause suspensive. Donc, c'est la raison pourquoi tout notre travail, toute la mise en œuvre de notre travail est globalement avant la signature du contrat. En France, oui, il y a la possibilité d'annuler cette promesse de vente dans le délai de 3 mois. En règle générale, la clause suspensive la plus importante que je connais en France, c'est l'acceptation du crédit hypothécaire, s'il est accepté ou pas pour l'acheteur. Alors la réponse est non. Les Français qui habitent à l'étranger n'ont pas les mêmes pourcentages qu'ils vont recevoir de la banque. Il y a un crédit hypothécaire. Le crédit hypothécaire à hauteur de 50% quand on est étranger, on est français, ils peuvent recevoir sur le bien acquis. Ça, c'est la possibilité d'un Français qui habite à l'étranger. Maintenant, un Français qui a un bien immobilier supplémentaire en Israël, il peut hypothéquer le bien supplémentaire qu'il a déjà en Israël, plus le bien qu'il va acquérir. Et là, on a des pourcentages plus élevés. Bien sûr qu'on a des contacts avec des courtiers hypothécaires qui vont hypothéquer le bien existant et le nouveau bien acquis. Et là, on va pouvoir avoir un pourcentage plus élevé que 50%. Il y a aussi une autre possibilité, c'est s'adresser à une banque en France. En règle générale, c'est des courtiers français
en règle générale juifs, qui vont essayer d'hypothéquer un bien qui se trouve en France pour acheter en Israël. C'est vrai que ce n'est pas faisable dans beaucoup de banques, mais on a déjà eu cette cas de figure d'un client qui a hypothéqué un bien en France pour acheter en Israël et ça a fonctionné. Pour un Français qui a la Théoudat Zéhout, mais habite toujours en France, il y a des banques qui acceptent de prêter un crédit hypothécaire à hauteur de jusqu'à 70% comme un Israélien. C'est vrai que ce n'est pas toutes les banques et là, il y a un vrai travail d'un courtier immobilier, un courtier auprès des banques qui va faire les demandes. Pas toutes les banques acceptent, mais il y a des banques qui vont accepter et là, c'est vraiment un avantage pour les clients français qui vont pouvoir acheter avec un crédit plus élevé que 50%. La réponse est non. L'avocat n'a aucune obligation de traduire le contrat qui est en hébreu, la langue officielle du pays, en français. Si le client a besoin de traduire ce document mot à mot en français, il a la possibilité, il est libre de le faire. Nous, on a une responsabilité en tant qu'avocat d'expliquer les termes et les conditions juridiques parce que le contrat qui a été signé va impacter le client d'une façon économique ou juridique. Du moment où c'est signé, il doit avoir sa responsabilité, que ce soit les clauses principales, que ce soit l'échéancier. Et donc, pour moi, c'est très important que le client comprenne exactement ce qu'il a signé en hébreu. Oui, j'ai eu ce cas de figure. Il y a des clients qui m'ont contacté, ils étaient représentés par un autre avocat. Ils n'avaient pas compris l'échéancier et les paiements qu'ils devaient mettre en place quand ils ont acheté un appartement. Et donc, ils ont dû payer beaucoup de pénalités de retard parce que la date n'était pas claire pour eux à quel moment ils doivent payer. Ils ont eu beaucoup de retard et en conséquence des pénalités de retard. Ce qu'on pouvait éviter si on avait une transparence et l'avocat leur aurait expliqué l'échéancier et qu'est-ce qu'ils vont payer en pénalité de retard. Et ça, c'est quelque chose qui est impératif d'avoir.